Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, je suis Virginie Mérieux-Drevet. Je travaille chez Roche déjà depuis quelques années. Alors, au-delà des produits que nous commercialisons, chez Roche, notre volonté, c'est vraiment de vous accompagner dans la gestion au quotidien de votre diabète en vous apportant des informations, des services gratuits, comme par exemple notre programme d'accompagnement Bien Vivre, nos brochures, nos sites web et également des conférences comme aujourd'hui où nous abordons différentes thématiques autour du diabète. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, justement, c'est pour aborder un thème qui peut faire peur, mais en tout cas dont il faut avoir conscience. Ce sont les complications qui peuvent survenir quand on a un diabète déséquilibré. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Frumy. Bonsoir Françoise, merci d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir Virginie, merci de m'accueillir encore cette fois-ci. Eh bien, donc je suis infirmière depuis déjà pas mal de temps et donc je travaille actuellement dans une association où je fais ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique du patient auprès de personnes qui ont du diabète de type 2 et cela depuis quelques années maintenant. Très bien, merci de nous rejoindre en tout cas. Alors, comme lors de chaque conférence, vous pourrez nous poser toutes vos questions tout au long de la conférence et nous y reviendrons dans un second temps. Merci également à tous ceux qui nous ont d'ores et déjà envoyé des questions en amont. Elles étaient nombreuses, donc on pourra également répondre en tout cas à celles qui sont vraiment en lien avec la thématique de ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait déjà une petite question pour vous. Est-ce que vous vous sentez concerné par les conséquences du diabète? Donc on a lancé un petit sondage auquel vous allez pouvoir répondre par oui ou par non directement sur votre écran. Vous avez un petit onglet sondage en bas à droite. Donc on vous laisse répondre. Alors, on commence à avoir quelques réponses. Pour l'instant, la majorité des personnes nous répondent oui. On a 38, 39 votes. On va pas laisser le suspense plus longtemps puisque au final, la majorité en fait des réponses sont oui. En fait, pour 95% des personnes qui sont connectées ce soir, donc elles ont vraiment conscience des conséquences du diabète, ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, tout à fait, parce que ça fait partie effectivement des défis qu'il va falloir relever avec le diabète, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, pour éviter ces fameuses complications. Donc c'est très bien que vous ayez déjà eu de l'information. L'idée aujourd'hui aussi, c'est de peut-être compléter cette information pour que justement vous puissiez être proactif dans cette prise en charge de votre santé, de votre bonne santé, et donc d'avoir les informations utiles pour pouvoir faire quelque chose d'efficace. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui ne se sentent pas concernés, en tout cas pour l'instant, par ces conséquences? Alors effectivement, ça peut être le cas, et quelquefois c'est le cas même pendant pas mal d'années, même après la déclaration de cette maladie, parce que les complications ne sont pas non plus quelque chose d'inévitable. Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Et puis si vous êtes en début de maladie, eh bien peut-être que le médecin a déjà d'autres informations prioritaires à vous apporter et que les complications seront abordées plus tard. Il sera toujours temps d'en entendre parler et surtout de savoir quoi faire pour les éviter. Très bien. Alors, avant d'aborder vraiment la liste des complications chroniques, donc là on va bien parler de complications chroniques, peut-être que vous pouvez nous réexpliquer ce qui se passe vraiment dans le corps, en fait, le mécanisme quand on a une personne qui a du diabète, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, le diabète, c'est en fait une maladie où il y a un petit dysfonctionnement. Le sucre arrive dans le sang après un repas. La digestion va se faire, le sang arrive dans les vaisseaux.
le sucre arrive dans les vaisseaux et les vaisseaux vont distribuer ce sucre aux organes de tout le corps. C'est comme ça qu'ils sont nourris. Alors, dans le diabète, il se trouve que cette quantité de sucre n'est pas toujours bonne et même un petit peu trop importante dans les artères parce que pour que le sucre puisse arriver jusqu'à certains organes, eh bien, il va falloir de l'insuline qui va permettre l'entrée du sucre dans ces organes. Et dans le diabète de type 2, il se trouve que cette insuline peut être en quantité insuffisante et de ce fait, eh bien, le sucre, au lieu d'aller au bon endroit, va rester stagné dans le sang et donc cette trop grande quantité de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Alors si c'est très ponctuel et ça arrive régulièrement pour la vie d'une personne qui a du diabète de type 2, d'avoir un peu trop de sucre dans le sang. Si c'est très ponctuel au cours de la journée, ça n'a pas de conséquences immédiates. Par contre, malheureusement, si c'est très souvent le cas et que ça dure pendant de nombreuses années, eh bien le fait qu'il y ait trop de sucre dans le sang, on s'est rendu compte que ça abîmait la paroi des vaisseaux. Alors, malheureusement, quand les vaisseaux sont abîmés, le rôle des vaisseaux étant, je vous l'ai dit tout à l'heure, de d'aller amener ce sucre aux organes du corps, eh bien, si le sucre n'arrive pas correctement, l'organe ne sera pas nourri correctement et du coup, il fonctionnera moins bien. Alors dans les complications, on aborde deux types de complications, ce qu'on appelle les complications, c'est-à-dire que l'organe ne va plus être alimenté correctement et donc là il y a les petits vaisseaux, ce sont ce qu'on appelle des complications microvasculaires qui vont toucher plutôt les yeux, le rein, les nerfs périphériques et puis les complications qu'on dit macrovasculaires, c'est-à-dire qu'ils vont toucher plutôt les gros vaisseaux et là ça va plutôt être le cerveau, le cœur et puis les membres inférieurs qui risquent d'être en moins bonne santé si, bien sûr, ils ne sont pas nourris correctement. D'accord. Donc on a parlé donc complications chroniques. Est-ce que vous, on vous pose la question quelles complications connaissez-vous? Donc de la même façon, je vous laisse répondre. Vous avez la question qui apparaît directement sur votre écran et vous allez pouvoir taper votre réponse et voilà et nous dire quelles complications vous connaissez. N'hésitez pas à répondre. Alors, on va regarder les réponses qui sortent. Alors, on me parle de pieds, de rétinopathie, des reins, perte de la vue, nécrose, cécité, phlébite, glaucome. Il y a pas mal de choses citées. Insuffisance rénale. Alors, ce qui ressort le plus pour l'instant, ce sont les reins et la vue. Voilà. Cardiovasculaire également. Donc il y a pas mal de réponses qui sont citées, pas mal de complications qui sont citées. Je vous propose peut-être de les revoir en fonction en fait de la catégorie qu'elles appartiennent. Okay. Alors effectivement, donc les vaisseaux peuvent s'abîmer de deux façons. Soit il va y avoir ce qu'on appelle du dépôt d'athérome, c'est-à-dire en fait c'est du gras. Qui fait partie des choses qui circulent dans le sang, qui va se déposer sur les parois et qui risque de les obturer si ça devient trop important dans ce vaisseau. Soit le vaisseau et l'artère va devenir trop rigide et peut-être elle n'aura plus la souplesse de faire avancer le sang correctement vers les organes et dans ce cas elle risque même de se fissurer et donc soit ça se bouche et le sang n'arrive plus jusqu'à l'organe, soit ça se fissure et le sang va pas aller là où il faudra. Donc ça c'est le principe, on va dire, des vaisseaux qui sont abîmés. Alors, dans ce que vous citez, et vous avez raison, tout ce qui a été dit là est tout à fait juste. Les complications les plus connues, les plus citées, sont souvent celles des yeux et celles des pieds. Les plus répandues, en fait, dans les études en médecine, on se rend compte que c'est surtout le cœur qui est touché et les reins. Simplement, comme ça ne se voit pas, elles sont moins perceptibles par la population ou même par la personne qui malheureusement peut-être a une complication. Et donc,
on est souvent marqué, bien sûr, par ce qui est visible. Et donc, effectivement, les yeux... Alors, la cécité, c'est vraiment la complication ultime. Hein. Heureusement, on a le temps d'agir bien avant ça, quand on s'en rend compte suffisamment tôt. Pour ce qui est des pieds, effectivement, il y a une blessure qui va mal cicatriser, peut abîmer un pied. Mais là encore, si on s'y prend très rapidement, on pourra agir bien plus facilement. Alors, l'ensemble des complications, donc je vous disais les plus fréquentes, ça va toucher plutôt le système cardiovasculaire et le système rénal. Il y en a d'autres. En fait, tous les organes du corps étant concernés, eh bien, potentiellement, ils peuvent tous être abîmés. Alors, heureusement, ça n'est pas le cas. Et puis, ça va dépendre des personnes, hein, parce que vous pouvez avoir un corps qui va être plus fragile sur certains organes que sur d'autres. Donc, ça peut être, par exemple, le cerveau avec les accidents vasculaires qui peuvent être aussi une complication. Après, vous avez donc le cœur, on en a parlé, les reins, le foie peut être abîmé également avec trop de graisse qui va l'empêcher de fonctionner correctement. Ensuite, donc les reins, on en a parlé. Il y a aussi l'appareil, tout le système urogénital qui peut être impacté avec des problèmes qui sont plus souvent évoqués par les messieurs que par les dames. Pour les dames, ça peut être plus difficile d'évoquer le diabète dans cette situation. Hein. Ça va être plus diffus, souvent associé à la ménopause. Ensuite, eh bien, il va y avoir bien sûr les difficultés au niveau des jambes, d'irrigation, et quelquefois les nerfs peuvent être abîmés et donc avoir une réponse moins correcte ou des informations qui sont mauvaises. Le nerf ne peut plus donner la bonne information parce qu'il est abîmé, et donc quelquefois les gens décrivent une impression de marcher sur du coton, par exemple, alors qu'ils sont chaussés correctement. Voilà, ça peut être des fausses informations qui peuvent bien sûr vous alerter si jamais ça vous arrive. On vous invite fortement à en parler à votre médecin. J'ai justement une question de Gilles qui nous dit qu'il a pas mal de problèmes dentaires. Est-ce que ça fait partie des complications ou... Alors oui, bien sûr, c'est une très bonne question. En tout cas, de se poser la question, est-ce que le diabète est en jeu? Parce que donc le diabète, comme il y a plus de sang que prévu plus de sucre dans le sang que ce qu'il devrait y avoir, eh bien, n'oublions pas que les germes, eux aussi se nourrissent de sucre, et donc ils vont trouver chez la personne diabétique un corps où ils vont pouvoir se développer plus facilement. Donc la bouche étant ouverte à l'extérieur, potentiellement, elle peut être en contact avec des germes, et donc en prendre soin fera partie bien sûr de la bonne santé, avec une bonne hygiène bucco-dentaire et bien sûr des consultations régulières chez un dentiste pour s'assurer qu'il n'y a pas de début d'infection qui pourrait malheureusement être longue à prendre en charge si on les laissait s'installer. D'accord. Merci en tout cas pour ce petit tour d'horizon des complications. Françoise, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent augmenter ce risque de complications, facteurs sur des choses qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent en plus augmenter ce risque de complications? Alors oui, bien sûr, le diabète, c'est une maladie, mais la difficulté, quelquefois, ce n'est pas seulement d'équilibrer cette quantité de sucre correctement dans le sang, c'est aussi de gérer peut-être d'autres maladies qui existent déjà, comme l'hypertension, ce qu'on appelle la dyslipidémie, ou trop de triglycérides, trop de cholestérol. Toutes ces maladies-là vont contribuer à abîmer les vaisseaux également. La stéatose, donc ce foie qui va pas très bien fonctionner, le surpoids qui va générer aussi des dépôts de graisse possibles dans les artères. Ce qui va entraîner un diabète moins bien équilibré, ça va être aussi le temps, la durée, l'ancienneté du diabète, surtout s'il est déséquilibré. Bien sûr que ça va favoriser ces complications. Il peut y avoir aussi des comportements, c'est-à-dire que les personnes qui fument, par exemple, ou qui ont tendance à consommer de l'alcool,
malheureusement, ce sont des comportements qui vont pas aider la santé. Si on propose à tout le monde, je dirais, il n'y a pas besoin d'être diabétique pour arrêter de fumer ou ne jamais commencer, eh bien, c'est qu'il y a de bonnes raisons. On s'est rendu compte que ces maladies n'allaient pas faciliter la bonne santé. La sédentarité également va favoriser tout ce développement d'athérome. Donc voilà, tout ça va plutôt aller dans le mauvais sens pour la personne qui a du diabète, pour tout le monde de toute façon. Après, on s'est rendu compte aussi que les personnes qui changeaient brutalement de mode de vie, je pense par exemple aux personnes migrantes qui vont changer complètement et qui vont vivre certainement beaucoup de stress, peuvent être plus sujettes à développer un diabète et à le compliquer. Et puis, il faut le savoir, le diabète de type 2 est quand même une maladie avec beaucoup de facteurs génétiques en cause. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas agir, et il se trouve qu'il y a des pays dans le monde où le diabète de type 2 est beaucoup plus présent que dans d'autres pays. Voilà. Donc la France, l'Europe n'est pas le pays où il y en a le plus dans la population. Il y a des pays où c'est encore beaucoup plus important. Vous avez parlé de stress. Oui. Justement, on a quelques remarques des personnes qui sont connectées là, qui nous disent que le diabète, on peut avoir une espèce de charge mentale qu'on a du mal à gérer, ça provoque du stress. Est-ce que ça aussi, ça peut augmenter ce risque ? Oui, tout à fait. Malheureusement, le stress, c'est pas une bonne chose pour la santé en général. Et donc là, on risque de tourner en boucle. J'ai du diabète, ça me stresse et donc ça déséquilibre mon diabète. Beaucoup de personnes qui ont du diabète évoquent aussi quelquefois un événement qui tient à un choc émotionnel, et il se trouve qu'on a découvert le diabète après cet événement. Il est vrai, voilà, tout à fait que le rôle du stress peut être très impactant, soit pour déclarer la maladie, ce qui n'est pas toujours le cas quand même, soit pour avoir d'autant plus de difficultés à arriver à équilibrer cette quantité de sucre nécessaire, mais pas en trop grande quantité quand même. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement, qu'on peut déclencher justement assez rapidement, sur les choses en tout cas qu'on peut maîtriser, qui peuvent limiter ce risque ? Alors, inévitablement, les personnes qui ont du diabète ont entendu parler de l'hygiène de vie. Donc parce qu'effectivement ça c'est ce sur quoi on peut agir. Donc l'alimentation, faire une activité physique régulière qui vous fasse plaisir, ça vous fera aussi du bien et ça pourra agir sur votre éventuel stress. Éviter de fumer, de boire beaucoup d'alcool, tout ça va pouvoir contribuer à avoir un meilleur équilibre de vie, de santé et donc de diabète. Et puis si tout ça ne suffit pas, alors il y a encore le recours des médicaments, des traitements, et ils sont nombreux pour le diabète de type 2, donc ce sont aussi des solutions possibles qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette démarche de meilleure santé. Et puis peut-être que des personnes font d'autres choses, donc on vous pose à nouveau la question, qu'est-ce que vous faites d'autre, vous, pour prendre soin de votre santé ? Ça peut être par exemple assister aujourd'hui à cette conférence, c'est vraiment qu'on prend soin de sa santé pour savoir comment équilibrer au mieux votre diabète. Donc on vous pose à nouveau la question, est-ce que vous avez d'autres choses que vous faites pour prendre soin de votre santé ? Je vous laisse répondre de la même façon sur votre écran directement. Alors on a le yoga. Très bonne idée. Là, vous allez travailler à la fois sur le physique et sur le mental. C'est une excellente idée quand ça plaît. Oui, tout à fait. Relaxation, on est un petit peu dans la même idée. J'ai énormément de réponses. Je bouge plus. L'activité physique, on a parlé. La cohérence cardiaque, on est aussi... c'est excellent également. Voilà. Oui. La marche. Écouter de la musique également. Oui, alors ça fait du bien, et toutes les activités qui vous feront du bien, qui vont vous permettre de vous ressourcer, de vous sentir bien, vont contribuer à une meilleure santé. Et ça, ce sont des choses transversales à toute la santé. Ce que vous faites pour votre diabète, vous le faites pour votre santé en général, et ça vous fera le plus grand bien. Tout à fait. Consulter une nutritionniste. Donc là, on est vraiment dans l'hygiène de vie. On a pas mal de réponses. Merci pour
Ça peut être aussi participer à des séances d'éducation thérapeutique, par exemple, si vous identifiez soit dans un hôpital, soit en ville, une structure qui peut vous proposer des séances d'éducation thérapeutique. N'hésitez pas à vous renseigner et à rencontrer ces personnes. C'est très complémentaire dans votre parcours de soins de tout ce que vous aurez comme information à travers voilà les différentes voies de communication que sont bien sûr il y a les médias, il y a les médecins, il y a toutes les informations soit sur internet, soit dans les journaux qu'il est bien de faire quand même confirmer par votre médecin, mais voilà n'hésitez pas à vous renseigner, effectivement. On peut aussi se rapprocher d'associations, justement. Oui. Ça peut faire du bien de parler à d'autres personnes qui vivent la même chose. Tout à fait. Pour sortir de l'isolement. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes évoquent ce sentiment d'être seul face à la maladie, et le fait de rencontrer des associations en France, au plan national, il y a l'Association française des diabétiques, et donc dans chaque région, il y a des associations de personnes qui ont du diabète où vous pourrez retrouver effectivement des personnes qui ont des expériences à partager. C'est très intéressant aussi également. Donc il y a pas mal de choses qui ont été listées, mais on avait d'autres choses en tout cas à vous partager. Alors donc l'hygiène de vie, on en a beaucoup parlé et c'est normal parce que c'est la première chose qu'on vous proposera quand vous avez du diabète de mettre en place ou de modifier si nécessaire. Après, ça n'est pas la seule chose. Certaines personnes, par exemple, mesurent ce qu'on appelle des glycémies, c'est-à-dire qu'elles vont se piquer le bout du doigt et faire glisser la goutte de sang sur une petite bandelette et en quelques secondes avoir une idée déjà de la quantité de sucre contenu dans leur sang. Donc ça, c'est une façon de prendre soin de soi et là, c'est plus particulier au diabète. Ça peut être aussi de faire sa prise de sang tous les 3 mois ou 6 mois selon l'équilibre de votre diabète et ce que vous demandera votre médecin. Le médecin généraliste, quand même, bien sûr, on ne l'oublie pas, vous le voyez régulièrement. Peut-être qu'il vous adressera à des spécialistes. Et puis, il peut y avoir aussi le médecin du travail pour les personnes qui sont en activité, qui peut être aussi une personne à qui on peut poser des questions et qui peut-être vous prescrira une prise de sang. La vaccination, c'est une prévention pour éviter des infections et donc éviter de tomber malade. Donc voilà, toutes ces actions-là font partie effectivement de la prévention et donc de la prendre soin de soi du parcours de santé. D'accord. Vous avez parlé glycémie, prise de sang. Est-ce que ça c'est peut-être des repères assez importants? On va peut-être développer un peu cette partie-là. Oui. Alors, les repères, quand on fait une prise de sang, alors pour se cibler vraiment sur le diabète, ça va être donc la fameuse hémoglobine glyquée. Donc, ce mot qui n'est pas facile à retenir. Ce que vous pouvez juste avoir comme repère déjà, c'est que pour l'ensemble des personnes qui ont du diabète, eh bien, cette hémoglobine glyquée, si elle est en dessous de 7%, c'est plutôt rassurant parce que les études montrent que la plupart des personnes qui ont du diabète de type 2, qui ont une hémoglobine glyquée inférieure à 7%, eh bien, ne vont pas ou très peu développer les fameuses complications. Les complications, c'est le fait que l'organe soit abîmé parce que mal nourri par le sang. Donc, on sait que la plupart du temps, cet équilibre qui est révélé donc par cette hémoglobine glyquée, on sait que la plupart du temps, ça veut dire que votre quantité de sucre dans le sang est pas si mal que ça, elle est plutôt correcte et dans les cibles espérées. Ensuite, donc les fameuses autosurveillances glycémiques, la fameuse glycémie que vous pouvez mesurer par vous-même et donc là au quotidien si besoin, selon ce que vous proposera votre médecin. Eh bien là, les repères cibles, ce qu'on espère, c'est que la majorité des glycémies que vous allez mesurer seront comprises, alors on parle beaucoup en grammes par litre en France, entre 0,7 et 1,8 grammes par litre. Voilà. Tant que vos glycémies restent entre ces deux repères-là, eh bien,
on est plutôt content pour vous parce qu'on sait que ce sont des glycémies qui sont tout à fait correctes pour ne pas abîmer les parois de vos vaisseaux. Bon, malheureusement, elles ont tendance à dépasser, c'est bien pour ça qu'on s'en préoccupe, et après on se donne voilà, les moyens avec différentes informations et quelquefois des traitements pour réussir à s'en rapprocher le mieux possible. Et pourquoi en fait c'est important de se fier à ces repères vraiment chiffrés? Parce qu'on pourrait se dire finalement tout va bien, j'ai pas de problème. Ah oui, alors effectivement, et c'est quelquefois, effectivement, les gens peuvent être étonnés qu'on demande de faire toute cette surveillance, mais pourquoi faire ça puisque je n'ai pas mal? Et c'est vrai que le diabète est assez piégeux par rapport à ça, puisque c'est une maladie qu'on ne sent pas. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont du mal à prendre conscience de cette maladie, hein, même quand on leur en a parlé. Il n'y a pas de sensations forcément qui peuvent être perceptibles au quotidien. Malheureusement, quand le diabète est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ces fameux chiffres espérés de glycémie, on sait que ça abîme les parois, on sait que ça abîme à long terme, bien sûr, hein, sur plusieurs années, potentiellement les organes. Et donc, plus vite on le saura, plus vite on pourra agir, moins l'organe sera abîmé. Et donc, pour prendre une image, par exemple, votre voiture, vous n'attendez pas qu'elle tombe en panne pour l'emmener chez le garagiste. Dans le meilleur des cas, vous faites les révisions annuelles et puis là, le garagiste va faire ce qu'il faut. Eh bien, pour vous, c'est un petit peu la même chose. Finalement, vous allez voir votre médecin régulièrement qui vous fait les examens nécessaires, qui vous prescrit les examens nécessaires et qui, si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui commence à dysfonctionner, il est déjà temps d'agir sans qu'il y ait de conséquences tout de suite. Voilà. Donc c'est vraiment le rôle de la prévention et c'est pas toujours le plus facile à mettre en place parce qu'on a plein d'autres choses à penser et voilà, qu'on a tous une vie. Cependant, c'est un investissement sur le long terme, on va dire. Donc on voit que le rôle de la prévention est important en tout cas et du suivi médical. Et on vous pose une nouvelle question. Est-ce que vous avez déjà parlé avec votre médecin traitant de ces complications? Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé? De la même façon, je vous laisse répondre au sondage par oui ou par non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, c'est assez équilibré, le oui, le non. On a 60%, non, on a un petit peu plus de oui quand même. On a 60% des personnes qui nous disent oui, 40% des personnes qui nous disent non. Donc la majorité des personnes en ont déjà discuté avec leur médecin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle. Et pour les personnes qui n'en auraient pas discuté avec leur médecin, peut-être qu'elles ont pas le temps, qu'elles ont du mal à avoir un rendez-vous aussi avec leur médecin. On sait que ça peut être compliqué dans certaines régions. Tout à fait. Alors effectivement, parler des complications du diabète avec son médecin, ça prend du temps. Ça mérite peut-être une consultation plus spécifique si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur. Quelquefois aussi, on n'ose pas trop aborder le sujet parce qu'on a un peu peur de la réponse. Hein. Ça peut être un petit peu aussi une inquiétude. Et ce qui est dommage, c'est que peut-être on s'inquiète alors qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter. Donc c'est un petit peu dommage aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir les informations les plus utiles qui vous permettront d'agir au mieux pour pouvoir éviter, bien sûr, ces complications. Et je pense que mieux vous serez informé, mieux vous serez apte aussi, vous, à prendre les choses en main et à réussir à vous en sortir le mieux possible, dès que possible. Ce sera vrai, encore une fois, pour toute votre santé. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Peut-être que lui n'a pas estimé non plus nécessaire déjà de vous en parler. Peut-être que voilà, ça n'est pas du tout d'actualité pour vous. Et pour les personnes qui en ont déjà parlé, eh bien peut-être que c'est dans le sens de la prévention, de vous informer, ou peut-être que il y a peut-être eu quelques soins à réaliser et pour donner aussi du sens quelquefois à des soins que vous faites dans votre parcours de santé, de comprendre à quoi ça sert. Et c'est peut-être tout simplement pour éviter qu'une complication peut-être
peut-être naissante n'évolue en une complication plus ennuyeuse et plus difficile à soigner. Effectivement. Donc vous parlez de parcours de soins. Effectivement, dès qu'on est alerté sur un signe qui peut inquiéter, il faut en parler à son médecin. C'est vraiment lui le relais. Et ensuite, la personne diabétique finalement peut être amenée à consulter d'autres professionnels de santé. Donc elle peut être entourée de plein de spécialistes. En tout cas, c'est le médecin généraliste qui va déterminer qui aller voir. Donc on en a évoqué déjà quelques-uns, mais il y en a plusieurs, notamment on pense au diabétologue. C'est vrai, quand on a du diabète, on peut tout de suite se dire pourquoi je vais pas voir un diabétologue. Dans quel cas en fait on doit en tout cas consulter un diabétologue? Alors le diabétologue, qui est donc le spécialiste du diabète, peut être d'un avis précieux. Simplement, ce qui est recommandé, c'est d'abord d'en parler avec votre médecin traitant, qui lui va estimer si oui ou non c'est nécessaire de le rencontrer. Le diabétologue, très souvent, est sollicité quand il y a une difficulté à trouver le traitement le plus adapté pour la personne qui a du diabète de type 2. Et donc là, dans ce cas, ça peut être une raison d'être adressé à un diabétologue. Si le diabète est bien équilibré, que ça se passe bien pour vous, honnêtement, ça ne semble pas indispensable. Après, évidemment, chacun a sa santé, son parcours de soins, c'est peut-être d'autres maladies qui vont faire que, même avec un diabète équilibré, le médecin traitant va choisir de vous adresser à un diabétologue pour un suivi plus spécialisé. Mais ça n'est pas forcément indispensable, surtout en début de maladie. D'accord. On a d'autres spécialistes comme le gastro-entérologue. Dans quel cas on peut être amené à le consulter? Alors le gastro-entérologue, lui, c'est quelqu'un que vous verrez pour tous les problèmes qui vont concerner plutôt le foie, pour faire le lien avec le diabète. Et si vous n'avez pas de problème de ce côté-là, et là encore, la première chose qui va pouvoir alerter votre médecin, c'est une prise de sang avec tout le bilan hépatique. Et donc si ce bilan hépatique n'est pas perturbé, a priori, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Par contre, s'il voit des résultats qui ne sont plus tout à fait dans les résultats attendus, eh bien, potentiellement, il vous proposera de rencontrer un gastro-entérologue. Voilà, vous avez certainement consulté un ophtalmologue qu'on ne voit pas seulement quand on a du diabète, mais il est vrai que ce qui est important, c'est de préciser quand vous voyez un spécialiste que vous avez du diabète. Normalement, vous avez le courrier de votre médecin qui le nomme, mais de même que quand vous allez passer des examens, c'est toujours important de préciser que vous êtes diabétique parce que il peut y avoir une spécificité à prendre en compte pour le suivi à ce moment-là par ce spécialiste. On parle peu du pneumologue. Le lien entre le diabète et la pneumologie, ça peut être un syndrome d'apnée du sommeil qui va impacter sur votre diabète. Voilà. On sait que de nombreuses personnes qui ont du diabète ont un syndrome d'apnée du sommeil et que de nombreuses personnes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil peuvent avoir aussi un diabète. Ça marche un peu dans les deux sens. Donc voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, si le médecin a un doute, l'occasion d'une consultation pour faire un point. D'accord, très bien. On va peut-être passer aux questions. Je vous propose, voilà, on a pas mal de questions qui sont arrivées. Alors, j'ai une question d'Eliane qui nous dit: peut-on avoir des complications aux mains? J'ai souvent des crevasses. Oui, alors c'est vrai que pour les personnes qui ont du diabète de type 2, on s'est rendu compte que la peau est fragilisée et qu'il y a ce phénomène de peau morte qui s'accumule. Alors c'est aussi beaucoup au niveau des pieds et quelquefois des mains, et donc ça peut y contribuer. En tout cas, le diabète peut y contribuer. Et là, ce qui est proposé, c'est de bien graisser donc les pieds et les mains. Pour les pieds, par exemple, ce qu'on conseille, c'est de mettre une crème bien grasse et puis d'enfiler des chaussettes en coton par-dessus et de laisser comme ça bien s'imbiber le pied pendant toute une nuit, ce qui permettra du coup de réduire cette accumulation de peau morte et surtout de ne pas aller gratter
trop violemment vos pieds, confiez-les plutôt par exemple à un podologue qui est encore un autre spécialiste et qui lui vous montrera les bons gestes qui ne soient pas trop invasifs pour pas risquer de vous blesser, sinon bien sûr encore une fois vous vous exposez à un risque d'infection qui serait dommage de créer comme ça. Vous avez parlé du podologue. J'ai une question de Rosemary qui nous dit comment prévenir les fourmillements au bout des orteils. Est-ce irréversible? Alors, les fourmillements au niveau des orteils, si c'est bien le diabète qui a déclenché cette sensation de fourmillement, ce qui est possible, effectivement, là, ça c'est un exemple des nerfs au niveau des pieds, des orteils, donc, qui peuvent donner ces fausses informations. Les orteils étant les plus éloignés de la colonne vertébrale, c'est là que les nerfs vont être les plus fins et donc les plus fragiles. Alors, c'est pour ça qu'on prête beaucoup d'attention aux pieds. Ces fourmillements, si c'est le diabète qui les a provoqués, il y aura potentiellement le neurologue qui peut faire un bilan et voir si c'est bien un problème de nerfs. Bien avant de voir le neurologue, le médecin traitant, le podologue, le diabétologue peuvent vous faire le test du filament. C'est un fil très fin qu'on fait glisser sur le pied ou qu'on picote sur le pied. Et donc, si vous avez les bonnes sensations, si vous identifiez qu'on est en train de toucher votre pied, c'est que les sensations sont bonnes et que votre nerf, a priori, vos nerfs ne sont pas touchés. Si par contre, vous sentez que c'est un petit peu difficile, que vous ne sentez pas bien, certainement des examens complémentaires pourront avoir lieu et il existe des traitements pour pallier à ça. Plus vite ce sera pris en charge, meilleurs seront les résultats, une fois de plus. Une question d'Émilie. Est-ce qu'une personne de type 2 peut souffrir de gastroparésie? Oui, ça fait partie des complications, effectivement. Alors ça, c'est les complications, on a parlé des complications neurologiques périphériques, qui sont plus les mains et les pieds. Et donc, au niveau central, ça peut être effectivement d'atteindre les organes. Et donc, l'estomac, qui est un organe qui se contracte pour participer à la digestion, si malheureusement, les nerfs qui lui permettent cette contraction sont abîmés, eh bien, la digestion, ce mouvement-là se fera moins bien. C'est une complication qui peut arriver effectivement dans le diabète. Alors, la stéatose hépatique est-elle réversible? Eh bien, je dirais que comme toutes les complications, plus vite c'est pris en charge, plus vite c'est soigné et mieux on récupérera. Donc la stéatose est une des complications possibles. Donc là, eh bien, il y a surtout un travail sur l'alimentation. Souvent, on demande à la personne d'essayer de perdre du poids, si en tout cas la stéatose est bien due au diabète. Il y a différentes démarches à faire par rapport à ça. Et oui, on peut la diminuer. Je ne peux pas vous garantir qu'elle disparaîtra complètement, mais le principe des complications, c'est qu'effectivement, même si à un moment donné votre diabète est déséquilibré et qu'il entraîne une complication, si elle est prise à temps très rapidement et qu'elle est traitée, alors elle peut tout à fait diminuer. Très bien. Une question de Raphaël. Y a-t-il un risque plus fort de développer un cancer du pancréas? Alors, du pancréas en particulier, je m'avancerai pas. Je sais pour autant que je me souvienne que dans le diabète de type 2, la probabilité de développer un cancer, je ne dirais pas sur quels organes en particulier, je n'ai pas suffisamment ces connaissances, mais c'est un petit peu plus, oui, la probabilité est un petit peu plus élevée que pour une personne qui n'a pas de diabète, oui. Alors le pancréas, pourquoi pas, je dirais, mais voilà, je ne saurais pas l'affirmer à 100%. Ça peut être une bonne question à poser à votre médecin traitant, voire à votre diabétologue, si vous en avez un. On revient là sur les pieds et Charles nous demande si le médecin traitant doit vérifier systématiquement les pieds à chaque consultation. Alors, systématiquement, ça veut dire que normalement, vous voyez votre médecin traitant au moins tous les 3 mois. Si
il le fait une fois et qu'il ne détecte rien et que vous n'avez pas de nouvelles sensations surprenantes, il n'y a pas vraiment de raison de les regarder tous les 3 mois. Après, s'il y a quelque chose qui est détecté, bien sûr, il va vous orienter vers un neurologue. Après, vous pouvez vous aussi prendre soin de vos pieds et vous êtes vous appelé à les regarder à peu près tous les jours. Donc l'idée, c'est effectivement d'observer la bonne santé de ses pieds. Est-ce qu'il n'y a pas une rougeur qui apparaît, qui ne disparaît pas? Auquel cas, on ne laisse pas traîner, on va voir son médecin traitant. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que je regarde sous mes pieds au cas où peut-être je ne sentirais pas suffisamment et dans ce cas il pourrait y avoir peut-être une petite plaie que je n'ai pas sentie et qui existe, donc ne pas la laisser traîner. Pour les personnes qui ont du mal à regarder sous leurs pieds, parce que des fois ça demande un peu de souplesse, on propose de poser un miroir par exemple sur le sol et de mettre son pied au-dessus et comme ça permet de voir le dessous du pied. Voilà, de bien prendre soin de ses pieds, de bien les essuyer après la douche pour pas que des petits champignons puissent se mettre entre vos orteils. Voilà, tout ça c'est le prendre soin de soi, le soin des pieds. Vous avez beaucoup de documentation sur ce sujet et c'est bien de pouvoir mettre en place tout ce qui est bon pour votre santé. Alors, je vais prendre encore une question. Alors là, on parle de traitement, mais on va voir si on peut y répondre. Metformine, quel risque après prise de ce médicament depuis plusieurs années? Alors, la metformine, que vous dire? En dehors du fait que c'est le premier traitement qui a été mis en place pour les personnes qui ont du diabète de type 2, ça reste un des plus performants, des plus connus, parce qu'il a été énormément étudié depuis qu'il existe, et donc qui est le traitement de première intention. Donc effectivement, quand on a plusieurs années de diabète et qu'on est sous metformine, on peut se poser cette question. Si vous avez un doute, je pense que la question peut être posée au moment de la prise de sang, parce que, sans vouloir trop m'avancer, il me semble que la metformine a une élimination par le foie ou par le rein. Je voudrais pas trop m'avancer. Mais voilà, ça peut se voir sur une prise de sang s'il y a un moins bon résultat. Des résultats espérés de la prise de sang. Donc ça, c'est une première information. Vous pouvez poser la question, bien sûr, à votre médecin traitant qui vous prescrira une prise de sang qui pourra déjà voir ça. Voilà, donc effectivement, un traitement peut être pris pendant de nombreuses années sans jamais abîmer votre corps. Et même la metformine, ça me revient maintenant, s'est révélée même plutôt protectrice du cœur en particulier. Et donc, a priori, elle ne devrait pas abîmer votre corps. D'accord. Une autre question qui se dit toujours au niveau des pieds. J'ai mal au tendon d'Achille depuis 2 mois. Est-ce que cela ne se guérit pas à cause du diabète? Alors, tout dépend d'où vient cette douleur du tendon d'Achille, quelle est la cause de ça, et possiblement le diabète peut retarder, si c'est une blessure, il peut retarder la cicatrisation de ce tendon d'Achille. Après, si c'est plus une irritation, là, je suis pas sûre que ce soit le diabète qui soit en cause. Donc, dans ce cas, c'est peut-être peut-être un traitement ou peut-être parce que vous avez un problème d'hydratation. Souvent, on propose de bien s'hydrater et puis de se mettre au repos, là, pour le coup. Mais là encore, oui, je vous renvoie à votre médecin. J'ai beaucoup de questions, il faut que je fasse le tri. La metformine, c'est donc par les reins. Je crois me souvenir que c'est par les reins qu'elle s'élimine et du coup, il ne faut pas trop les surcharger. Donc éventuellement, oui, c'est ça. On peut changer de traitement si les reins s'abîment, par exemple, et ne peuvent plus assurer correctement une filtration. Dans ce cas, il me semble que c'est ça. On préfère choisir un autre traitement. Une question de Claude. Ces complications peuvent-elles survenir malgré le fait que l'on fait attention à presque tout? Malheureusement, c'est ce que je vous disais en tout début d'intervention. S'il y a d'autres maladies qui vont contribuer à abîmer votre corps,
quelquefois, les personnes font de leur mieux, font tout ce qu'elles peuvent, prennent bien leur traitement et malheureusement, les complications, certaines complications vont survenir, effectivement. D'autres personnes feront moins attention et n'en auront pas. Ça, c'est les difficultés de la santé. On n'est pas tous égaux en santé, loin de là. Donc oui, ça pourrait arriver. Je ne peux pas vous dire non, pas à 100%, c'est pas possible. Vous diminuez vos probabilités, mais c'est ce que je vous disais aussi, les probabilités pour une population sont vraies, mais pour une personne, pas forcément. Voilà. Et est-ce que si on réussit à faire baisser le diabète, est-ce que les complications disparaissent ? Alors ça revient un petit peu à la question qu'on avait tout à l'heure. Oui, il y a des complications qui apparaissent quand le diabète est très déséquilibré. Et puis quand on arrive à rétablir l'équilibre du diabète, plus le temps de déséquilibre du diabète aura été court, plus vite on aura réussi à rééquilibrer le diabète. Et plus on a de probabilité que la complication disparaisse. Si le diabète a été déséquilibré pendant de nombreuses années, que cette complication elle existe depuis de nombreuses années, ben, peut-être qu'on va récupérer un peu, mais si l'organe est abîmé, malheureusement, voilà, on peut pas non plus revenir à 100%. En tout cas, je m'aventurerai pas à vous dire que oui, à 100%, vous récupérez tout. Plus vite ce sera pris en charge, plus vite plus de chances on a de récupérer la meilleure santé de l'organe. On va prendre peut-être une dernière question. Une question de Stéphane. Le diabète favorise-t-il des céphalées ? Alors ça, c'est quelque chose... c'est difficile de répondre. À ma connaissance, je n'ai pas l'impression, avec l'expérience que j'ai de côtoyer des personnes qui ont du diabète de type 2, qu'elles me disent... si souvent que ça qu'elles ont des céphalées. Après, il y a des conditions qui peuvent entraîner éventuellement des maux de tête. Et là, on est dans la problématique de l'hypoglycémie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prennent des traitements qui peuvent faire diminuer le sucre. Et quelquefois, il y a un ajustement à faire. Et s'il n'est pas tout à fait bon, la personne risque de manquer de sucre. C'est l'hypoglycémie. Et ça peut donner des maux de tête. Alors, est-ce que c'est le cas de cette personne qui nous pose la question ? Je ne sais pas. D'une manière générale comme ça, sans qu'il y ait une cause d'hypoglycémie, je n'ai pas connaissance que ça favorise les maux de tête. Le diabète en lui-même. Hein. D'accord. Merci pour toutes ces réponses. On va s'arrêter là. Le temps a déjà bien filé. Merci à tous d'avoir été présents pour suivre cette conférence. On vous enverra donc le replay. Le replay est également accessible sur notre chaîne YouTube. Et également, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous d'avoir vos retours sur ces conférences. Et également, on réfléchit à un nouveau format, plus sous forme de questions-réponses, un format un petit peu plus court. Et voilà, on aimerait avoir votre avis sur ce nouveau format. Merci Françoise. Si on avait un dernier mot à dire aux personnes qui nous suivent. Eh bien, moi, je vous dis prévention. Vraiment, c'est se donner des chances d'avoir une meilleure santé, d'améliorer son parcours de soins et c'est vrai que agir tant qu'il est encore facile d'agir, eh bien, c'est se faciliter la vie d'une certaine façon. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous et à une prochaine conférence. Au revoir.